Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette tranche d'informations sur BB24. Voici le sommaire. C'est une source inépuisable d'énergie renouvelable à Cotonou et environ. Les panneaux solaires font désormais le bonheur de nombreux ménages. Comment fonctionne-t-il? Plus de détails dans cette édition. Quelles sont les normes en matière de production et de conservation des jus de fruits? La rédaction s'est intéressée à ce sujet. Les détails dans un instant. Et puis au Sénégal, la protection de la forêt est une priorité. La direction des eaux et forêts et la population se mettent ensemble pour relever le défi. Les panneaux solaires, une source inépuisable d'énergie renouvelable, ils deviennent de plus en plus une solution alternative en énergie électrique pour certains Béninois. À plusieurs kilomètres de Cotonou, beaucoup de ménages font du soleil leur meilleur compagnon pour regarder la télévision, suivre la radio et pour éclairer leur domicile. Nous avons rendu visite à deux ménages. C'est un magazine signé Igor Ayoso, Benol Djogbe, Patrick Adjagodjou. La lumière brille et le brasseur est en marche. Il est 18h30. Patrick nous conduit à la source de l'énergie électrique qui alimente son domicile. Au début, nous sommes allés avec deux panneaux de 130 watts, après un panneau de 200 watts, ensuite un autre panneau de 200 watts et à la dernière phase, 4 panneaux de 150 watts. Ici, l'éclairage fonctionne du soir au petit matin, tant que les rayons du soleil entrent en contact avec ces panneaux solaires. À l'extérieur, le soir, nous avons 18 lampes qui sont allumées en permanence de 19h jusqu'à 6h ou bien 7h du matin. Vous avez une énergie très stable, sans fluctuation, non variante et une énergie propre. 1230 watts, c'est la capacité énergétique générée chaque jour par ce module de 8 panneaux solaires photovoltaïques pour un coût global d'environ 3 millions de francs CFA. L'énergie atterrit premièrement là, sur cet appareil, qui est le contrôleur de charge, qui charge ces équipements que nous appelons accumulateurs, les 4. Ici, vous avez l'inverseur, c'est cet appareil qui transforme l'énergie continue qui vient des panneaux en énergie alternative. C'est l'énergie là que nous utilisons le soir pour alimenter la maison jusqu'au petit matin. D'un ménage à un autre, un Patrick peut en cacher un autre. Ici, l'énergie est également produite à partir du soleil. Les rayons solaires que reçoivent les panneaux sont stockés dans ces batteries de 200 ampères pour être utilisés. Les panneaux envoient l'énergie, ça passe par là pour aller sur les batteries. Et c'est ça qui donne en même temps le niveau de charge. C'est ça qui permet de savoir si les batteries sont en train de se vider, si les batteries sont pleines. C'est ça qui permet de le savoir. Ces panneaux solaires alimentent chez Patrick une dizaine d'ampoules et un poste téléviseur 24 heures sur 24, surtout pendant les vacances. J'ai un congélateur que je ne peux pas utiliser à plein temps. On l'allume autour de 10 heures lorsque le soleil est vraiment ardent. Et déjà autour de 15 heures, 16 heures, on l'arrête. Et ça tient les choses au frais jusqu'au petit matin. Tout ce que nous voyons aujourd'hui m'a coûté environ 2 millions. Et il faut avouer que je ne suis pas allé, je n'ai pas sorti les 2 millions en bloc. Je suis allé progressivement parce que c'est un système, on peut faire l'extension au fur et à mesure. Résistant aux intempéries, mais attention, la durée de vie des panneaux solaires dépend de l'usage qu'on en fait. Si le panneau doit faire 15 ans, si on n'entretient pas, ça peut mourir après 8 ou 10 ans. L'entretien des panneaux solaires ne coûte rien. Il suffit juste d'un petit seau d'eau, d'un chiffon, et puis le tout est joué. Un simple geste, mais précieux,
pour que la lumière luise des années encore, tant que ces panneaux solaires bien entretenus convertissent les rayons du soleil en énergie électrique. Les jus de fruits sont de nos jours très prisés dans le processus de production et de conservation. La qualité reste cependant un gros défi à relever. Quelles doivent être les normes à respecter par les producteurs et le suivi réservé à ce système de production? Les réponses dans ce reportage de Louis Koudogbo et Marcel Petoro. L'industrie agroalimentaire représente de nos jours une source très importante de revenus dans le système alimentaire de notre pays. Aujourd'hui, nombreux sont ces jus de fruits que l'on retrouve sur le marché de consommation. Mais de la production à la consommation, en passant par la transformation, aucune étape n'est à ignorer. C'est la qualité de la matière première qui détermine la qualité du produit fini. Quand on finit d'éplucher, on découpe, ça passe au broyeur, ça va à la presse, on filtre, on passe à la cuisson. Quand on passe à la cuisson, on contrôle la température du jus par un thermomètre. Ça varie entre 60 à 70 degrés. Une fois le produit transformé, les normes à suivre pour sa mise sur le marché de consommation sont connues et spécifiques. Parlant de normes, elles varient selon le type de matière première. La norme utilisée habituellement, c'est celle du Codex Alimentarius, qui peut être adaptée ici par l'ex-ABNOR, devenu Agence nationale de normalisation et de normalisation de métrologie, ANM. Pour chaque type de produit, il y a des spécifications précises. Pour le jus d'ananas, par exemple, il peut être autorisé l'ajout d'une certaine quantité d'eau ou non. Et selon la quantité qui peut être ajoutée, il y a la dénomination qui va pouvoir être changée. Si le consommation local reste la devise des acteurs du secteur agricole, il n'en demeure pas moins que le suivi et le respect des normes dans le processus de transformation doivent être de rigueur. Il s'agit de surveiller ce qu'on appelle les 5e devenus 6e. Nous avons les matières premières déjà, la qualité de ce que nous allons prendre comme matière première. Est-ce qu'elles répondent à ce que nous voulons avoir comme produit fini? Dans quelles conditions nous les acheminons vers l'unité de production? Nous avons le matériel de production. Éviter que le lieu soit susceptible de contaminer le produit. Nous avons la main-d'œuvre, le personnel. Il faut pouvoir le suivre. Il y a un certain nombre de normes, notamment avoir des vestiaires propres, avoir des blouses de travail, qui puissent leur permettre de ne pas contaminer avec leurs propres vêtements, des blouses de travail qui doivent nettoyer de façon régulière. Et nous avons enfin le 6e M qui est la mesure. Pour y parvenir, un accompagnement des acteurs du système de production est attendu. Le souci actuellement avec l'agroalimentaire, c'est que c'est un secteur en pleine expansion qui sera assez difficile à maîtriser. Nous avons une production surtout semi-artisanale. Alors ce sur quoi il faudra mettre l'accent, c'est la formation des différents producteurs, des différents transformateurs. Trouver aussi le moyen de formaliser les différentes entreprises. On n'est plus capable de pouvoir contrôler ce que fait une entreprise formelle qu'une entreprise informelle. Si l'État veut nous aider, qu'il pense vraiment à mettre en place une unité qui va nous fabriquer des emballages. Deuxièmement, il faudrait que le coût des analyses au laboratoire soit diminué. L'État n'a qu'à penser aussi à accompagner les entreprises qui sont déjà sur place. Produire des aliments de bonne qualité pour une sécurité alimentaire saine des consommateurs serait un atout pour le développement de l'agrobusiness au Bénin. Hors de nos frontières, l'Union économique et monétaire ouest-africaine envisage d'émettre 2 723 milliards de francs CFA de dette en 2019 contre 2 433 milliards en 2018. L'annonce a été faite par l'Agence régionale de planification de la dette UEMOA titre. Selon elle, le total des dettes émises par les pays membres de l'UEMOA en 2018 était inférieur aux 3 700 milliards de francs CFA initialement prévus en raison notamment des montants inférieurs aux prévisions initiales émises par la Côte d'Ivoire et le Mali. Au Kenya, les recettes d'exportation des produits
horticoles ont franchi le cap de 127 milliards de shillings, soit environ 1,26 milliard de dollars au terme des 10 premiers mois de 2018. Ce montant surpasse l'enveloppe engrangée au terme de l'année 2017 et marque la troisième hausse consécutive de devises d'une année sur une autre dans le secteur depuis 2015. Au Kenya, l'horticole fournit des emplois à près de 600 000 personnes. Aménager les forêts pour mieux les protéger, c'est la mission que s'est assignée la direction des eaux et forêts du Sénégal. Pour atteindre cet objectif, la population a été associée, notamment les femmes. Reportage. La région de Sédhiou, à l'instar des autres régions du Sud, renferme d'importantes réserves forestières. Dans un souci de conservation et de protection de ces forêts, des mesures sont prises. Ici aujourd'hui, on a pourtant exploité. Voilà, c'était ça. La forêt, elle est là. Voilà. On va mettre ici du charbon. Voilà. Mais on reviendra ici 8 ans, en 2026. C'est pour montrer un peu l'importance de l'aménagement encore. C'est pourquoi, dans la forêt de Gisumbalo à Sédhiou, les eaux et forêts accompagnent les populations dans l'aménagement de cette forêt pour qu'elles puissent en tirer le maximum de revenus. Avec cet aménagement, nous travaillons pour la protection de l'environnement. Cela me permet d'avoir de l'argent pour subvenir à mes besoins. L'aménagement des forêts, c'est une politique du ministère de l'Environnement et c'est une option irréversible. Aujourd'hui, le seul moyen de sauvegarder nos forêts, tout en conservant leur capacité à générer des revenus pour les populations, il faut passer par l'aménagement. Autre forêt, autre situation, à Sitaba, toujours dans la région de Sédhiou, un projet de plantation de palmiers nains est géré par les populations sous la supervision des agents des eaux et forêts. C'est une vallée et la nappe phréatique n'est pas profonde. Et c'est pourquoi nous avons choisi donc ce site-là pour mettre en place ces palmiers nains. Les palmiers nains, ici nous sommes dans un site de 3 hectares, parmi plusieurs autres sites. Et cette zone est polarisée par 7 villages. Ce sont des palmiers dont l'âge de production se situe entre 3 et 5 ans. C'est une très bonne chose pour les populations. Nous savons que dans le futur, ça va beaucoup nous apporter en termes de revenus. À Djendé également, un important travail est fait par ces femmes qui gèrent ce périmètre maraîcher. Dans cette localité, le reboisement de la mangrove est une réalité. Nous avons eu à faire ce reboisement-là de 7 hectares. Et on a fait le rhizophora, mais nous avons fait aussi l'avicénia. Le travail a réussi, donc il faut louer effectivement le travail des femmes. Dans la capitale du Pakao, le suivi des actions menées par la direction des eaux et forêts et de rigueur, des actions qui permettent de développer ces localités. Et pour satisfaire les besoins domestiques des populations, c'est là où la forêt joue un rôle économique fondamental dans la politique de l'État pour réduire la pauvreté, en créant ce tissu local, en impulsant une économie locale au niveau des villages, au niveau des couches les plus vulnérables. On n'a pas douté, c'est des pas géants qu'on est en train de faire pour aller vers l'émergence. Dans un souci de préservation de l'environnement, le directeur des eaux et forêts s'est entretenu avec les agents basés à Sédhiou. Il s'agit de les inciter à travailler davantage pour l'atteinte des objectifs fixés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45 pour d'autres informations sur la chaîne du développement.